vaccin à peine annoncé, la question est déjà là. Faut-il rendre la vaccination contre la Covid obligatoire? Chose étrange, la France, pays de Pasteur, est plus rétive que beaucoup d'autres nations à la vaccination, une sorte de phénomène obscurantiste inquiétant. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? D'abord, prenons en compte le cas de tous ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, des allergies ou autres problèmes. Il faudra bien leur faire une place dans la société malgré cette impossibilité. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Cela permettra sans doute de faire comprendre à chacun que le vaccin, ce n'est pas seulement l'intérêt particulier de tous ceux qui peuvent être victimes de la maladie, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Bon, voilà, c'est dit. Maintenant, on voit la différence entre complotiste, celui qui dénonce le complot, et comploteur, celui qui crée le complot. Vous ne vous faites pas vacciner, vous n'avez droit à rien, même pas sortir de chez vous. Acheter à manger. Voilà le monde de demain. Si on continue dans l'obéissance et dans la soumission. Quand ce monsieur dit le pays de Pasteur, c'est un problème. Quand l'histoire, les faits viennent hanter le présent, les mensonges qui étaient construits. Quand on commence à découvrir que Pasteur, c'était un faussaire aussi. Pas étonnant. Je vous laisse aussi le lien de cette vidéo qu'il faut regarder. Il faut regarder pour que vous puissiez voir ce que sont les vaccins. Toutes les poisons qu'ils mettent dedans, l'aluminium, mercure, tous les métaux, tous les adjuvants, que même l'OMS nous dit et recommande de faire attention parce que dans ces vaccins, ils étaient trouvés des doses mortelles. Et après, ce monsieur-là, il veut qu'on soit obligé à être vacciné, pas que ça soit eux le premier à être vaccinés, mais à être vaccinés sans qu'ils sachent quel vaccin ça va l'être appliqué. Chaque année, la France enchaîne les hommages et les commémorations à l'occasion du 11 novembre. Mais savez-vous pourquoi cette date historique d'un pays est un jour férié? C'est en effet le 11 novembre de 1918, très exactement à 5h15, que l'armistice était signé par les représentants des Alliés et par le représentant du gouvernement allemand. L'armistice est signé dans un wagon-restaurant situé en pleine forêt de Compiègne, dans l'Oise. Dans la Première Guerre mondiale de 914 à 918, les cloches se mettent alors à sonner à 11h. Quant à la signature du traité de Versailles qui marque définitivement la fin de la guerre, elle se déroule le 28 juin 1919. On rappelle que la Première Guerre mondiale a fait près de 18 millions de morts, donc la moitié
9 millions étaient des civils. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est le titre que je donne à cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de présenter des preuves, d'être rationnel, de donner des explications, parce que ça ne sert à rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la sagesse populaire. Il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Se tromper est normal, mais seulement les courageux peuvent l'admettre. Persister dans ses erreurs n'est pas seulement stupide, ça devient dangereux et même criminel. Le monde d'aujourd'hui est le monde d'aujourd'hui. Et demain, on peut créer un monde différent si on arrête de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Causes différentes provoquent des résultats différents. Pour ceux qui disent que le mal n'existe pas et que tout est amour, car c'est un des grands délires du New Age. Mais pour vous, la guerre n'est pas un mal. La pauvreté n'est pas un mal. La famine n'est pas un mal. La violence n'est pas un mal. Tuer n'est pas un mal. La torture n'est pas un mal. Vérité et mensonge n'existent pas. Le mal et le bien n'existent pas. Tout est amour. Mais merde, le con en face, comme il est con, il ne croit pas. Parce qu'il voit toute une autre réalité. Le con en face, il y a d'autres croyances, d'autres expériences et d'autres connaissances. Il y a une autre vision de la réalité, une autre conscience. Et est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Le sac ou la vie? Quelle question? Chacun de nous a ses priorités. La mienne est forcément différente de celle d'un enfant ou d'une personne âgée, d'un chimiste, d'un biologiste, d'un écologiste, d'un SDF, d'un musulman, d'un juif, d'un bouddhiste, d'un chrétien, d'un indien, d'un chinois. Et elle est sûrement différente de la majorité des Européens et de la majorité des Portugais. Quelle est la seule chose qu'on a en commun? Et ça, personne ne peut dire le contraire. On est vivant, on a un corps et on est là, sur cette planète. Il faut faire avec les moyens du bord. Simple, clair et net. Qu'est-ce que vous faites pour éviter la souffrance? Et qu'est-ce que vous faites pour être heureux? La première question, je n'arrive même pas à imaginer les réponses, tellement elles peuvent être différentes, car chacune dépend de la peur de chacun, des priorités de chacun, de ce que chacun a comme priorité. Mais la deuxième, il y a une seule réponse. Je profite de ce que j'ai et j'aime qui je suis. J'aime ma vie et je fais confiance à quelqu'un, à Dieu, l'univers, un être, peu importe. L'espoir et la confiance font la différence pour ce monde en déséquilibre. Quand on perd l'espoir,
on arrête de se battre. Quand on n'a pas de confiance, on est perdu. Dans la confusion, sans repère, paralysé, on s'assoit et on attend que ça s'améliore. Car rien faire, au moins, ne va pas empirer la situation. Ça, c'est la pensée d'une grande partie de nous. Combien de fois j'écoute, mais ça va rien changer. Écoute, tu peux avoir des problèmes. Arrête de dire ces choses-là. C'est mieux si tu fais rien. Oh, c'est pareil. Alors ne faites rien. Mais le problème est que quand on ne fait rien, ça s'empire. Et presque toujours de façon exponentielle. Une partie de la population est dans la peur, dans le déni et l'obéissance. Une autre partie est aussi dans la peur, mais consciente que quelque chose ne va pas, mais préfère attendre. L'incapacité d'agir vient de l'impuissance et de la soumission à l'autorité. On était formaté à ça, à obéir, à respecter les lois. On nous a dit que être hors de la loi est mal. Inconsciemment, ça nous empêche d'agir parce que personne ne veut être un criminel hors la loi. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait quand c'est la loi qui devient criminelle? Et il y a une partie qui se bat pour un changement, pour faire bouger les choses, pour faire bouger la situation. Mais eux, ils mènent deux batailles. Une contre les élites et le pouvoir, et l'autre contre le reste de la population qui les considère dangereux dans un délire collectif qui seulement la peur peut expliquer. Délire collectif est quand quelqu'un parfaitement normal devient agressif, même physiquement des fois, dès qu'on parle d'un certain sujet. Par exemple, on a tous des amis adorables et qu'on aime et qu'on a passé des super bons moments ensemble, mais dès qu'on parle du coronavirus, il change. Ça, c'est un délire collectif. Parce que eux, ils sont dans la peur, ils regardent seulement la peur. Et tout le reste, c'est une menace, c'est l'insécurité. Et eux, ils veulent se réconforter, rassurer derrière les mesures que le gouvernement impose en le faisant croire que c'est pour le protéger. Ça, c'est un délire collectif. Ce phénomène-là, c'était le même pour la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. C'était la peur. C'était une réponse à l'Inquisition. Tellement les gens, ils avaient peur qu'elles dénonçaient ses voisins, ses amis, surtout des femmes, qui étaient tuées dans le bûcher, brûlées vifs. C'était aussi le même phénomène pour la dénonciation des Juifs, l'étoile jaune, pour la Deuxième Guerre mondiale. Ils nous ont dit que c'était politique, les Juifs, c'était des ennemis, il fallait les dénoncer. Tous les mots, c'était à cause d'eux. C'est devenu un délire collectif. Il y a eu le même phénomène à Orléans à la fin des années 50,
un délire que dès que des jeunes femmes rentraient dans des commerces, il avait des tunnels et elles étaient kidnappées. Et après, on le prenait dans la rivière, dans les bateaux, pour la traite humaine. Ça, c'est un délire qui a duré à peu près un mois. Ça a commencé quand De Gaulle a démissionné et ça a fini après la campagne électorale de Pompidou. Aujourd'hui, on vit un phénomène pareil. Et pour ça, rien qu'on puisse dire, aucune preuve ne sert à rien, car les personnes ne réfléchissent pas. Rationnellement, quand le sujet est la COVID-19, on ne peut rien dire. Même si on montre toutes les preuves, si on le fait, si on le demande d'être logique, rationnel, elles ne peuvent pas le voir. Parce que c'est une question de sécurité, c'est un phénomène psychologique. Les gens sont incapables de réfléchir, d'être rationnels quand le sujet est la COVID-19. Alors, comment sortir de ce délire collectif? Moi, j'espère que les psychologues pourront traiter ce sujet parce que ils sont des médecins, ils ont les connaissances, ils ont l'expertise. C'est une obligation comme médecin de le faire et comme des êtres humains. D'un autre côté, les personnes sortent de ces délires quand elles sont en face à une autre peur plus grande. Par exemple, les petits commerçants, ils n'ont pas peur du coronavirus. Ils trouvent que toutes les mesures du gouvernement ne servent à rien parce qu'ils ont peur. Leur peur de perdre leur boutique, elle est plus grande. Ils sont sortis de ce délire et ils arrivent à voir la réalité en face. La peur de la Covid, c'est pas qu'ils vont la nier après qu'ils sortent du délire. Non, ils vont pas la nier. Sauf que cette peur, elle occupe une autre place. C'est un autre plan, une autre priorité pour eux. Après, il y a aussi des personnes que, dès qu'on arrive à parler tranquillement, avec empathie, qu'on les comprend, elles sont aussi en quelque part prêtes à changer et elles vont admettre, oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je comprends. Peut-être on peut faire les choses autrement. Mais hélas, j'ai bien peur que plus qu'un délire, il y ait aussi un phénomène d'hypnose collective. Car autrement, je ne saurais pas expliquer l'affaire du papier cul. Alors, pour l'hypnose, il doit avoir sûrement des points d'ancrage. Je ne sais pas, peut-être transmis par par la voix des écrans. Il faut faire preuve d'empathie, donner confiance, rassurer que ça pourra changer. Et de l'autre côté, continuer à divulguer les mensonges, la manipulation des politiciens, des élites, tout ce qu'on a déjà parlé, la stratégie de manipulation, la théorie du choc, la torture psychologique. Pour beaucoup, le fait de penser que les propres gouvernants puissent vouloir tuer la population est inacceptable. Ça le met dans une situation de danger. Pour eux, c'est impossible, ça le fait paniquer. Et à la fin, et de ma part, il reste aussi le moment de prier.
car c'est vraiment le moment de prier. On a besoin de toutes les chances de notre côté. Je vous dis à très très bientôt. Bon courage et en espérant que toute cette situation va changer et pour le mieux bientôt.